Vous avez sans doute eu connaissance de cette information. Certains le redoutaient, certains l'anticipaient. Le barrage géant sur le Dniepr, sans doute le plus massif, le plus monumental des ouvrages d'art ukrainiens, a donc été saboté. Il a été détruit la nuit dernière, lâchant des millions et des millions de mètres cubes d'eau dans la plaine du Dniepr en aval. Alors on va tout de suite voir ce qui s'est passé, comment, qui, pourquoi et bien sûr avec quelles conséquences. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors on va prendre le temps, on va voir toutes les images et mettre toutes les informations sur la table. D'abord les images du barrage. Eh bien regardez-le, ce barrage. Avant, un immense ouvrage de béton, de métal et de terre de 3 km de large et 30 mètres de haut sur le plus grand fleuve du pays. Et voilà à quoi il ressemble depuis ce matin. On voit que toute une portion s'est effondrée après l'explosion avec un énorme débit d'eau qui s'échappe vers l'aval. Le nord se situe donc ici et le sud se situe ici. À cet endroit-là, la digue mesurait 500 mètres de long et retenait 18 km3 d'eau. Eh bien, la moitié de cette digue quasiment est détruite. On distingue ces deux brèches d'environ 150 mètres ici et 50 mètres là. Et on remarque aussi que des bâtiments de la centrale hydroélectrique sont endommagés. Alors, qu'est-ce qui a causé cette explosion? S'agit-il de bombardements ou s'agit-il d'explosifs placés sur la digue? Eh bien, la première version a été donnée par les autorités d'occupation russes. Elle parle de multiples frappes ayant visé le barrage dans la nuit et détruit les robinets vannes, provoquant, je cite, une entrée d'eau incontrôlable. Sauf que de l'avis de tous les spécialistes, il faudrait des dizaines de missiles et d'avions de chasse pour produire un tel résultat et qu'aucun signe, aucune image aujourd'hui ne vient l'attester. En réalité, chacun s'accorde ce soir à considérer que c'est le résultat de charges explosives qui avaient été placées sur les parois ou à l'intérieur de l'ouvrage. Écoutez justement à ce sujet Xavier Titelman, il est spécialiste en aéronautique. En gros, pour détruire une masse métallique aussi importante, c'est pas un missile Storm Shadow, c'est pas des HIMARS, c'est simplement techniquement pas possible. Ça peut pas être de l'artillerie, ça peut pas être des missiles de croisière, donc c'est forcément des centaines de kilos d'explosifs qui ont été placés directement sur cette zone. Plusieurs vidéos tournées ce matin après l'explosion du barrage montrent des mines qui n'ont pas explosé et qui sont donc emportées par le courant. Et on le voit, elles explosent donc quand elles touchent le rivage, ce qui vient effectivement accréditer cette thèse. De plus, hier déjà, des observateurs s'interrogeaient sur ces images satellites. Quand on compare le 28 mai, donc il y a environ 10 jours, et vous allez voir le 5 juin, donc hier, on observe que les vannes du barrage ont été endommagées, ainsi que la chaussée qui traverse le fleuve. Ici, on la voit le 28 mai, et ici, hier, il manquait donc déjà un morceau du barrage, vraisemblablement pour fragiliser l'ouvrage. Kiev redoutait d'ailleurs une attaque de ce genre depuis plusieurs mois et pensait que le barrage avait déjà été miné depuis un moment. En octobre dernier, lors d'une réunion du Conseil de l'Europe, Volodymyr Zelensky affirmait justement que les Russes avaient miné l'édifice et qu'ils étaient prêts à le faire sauter à tout moment. Alors justement, c'est la question qui en découle. Qui contrôlait ce barrage? Qui en était le maître et aurait donc pu placer des explosifs? Eh bien, ce barrage, vous allez le voir, situé sur la ligne de front, a été pris et conservé par les Russes dès le premier jour de l'invasion. Ce sont donc bien eux qui le contrôlaient. Et puis, regardez cette autre carte, vous allez le voir, on est au sud de l'Ukraine, à 80 km au nord de Kherson, 150 km au sud de Zaporijia. On le voit, le Dniepr marque la ligne de front. La centrale hydroélectrique est située donc sur la rive est. On l'a dit, sous contrôle russe. Les Ukrainiens donc sont en face sur la rive ouest depuis, on le disait tout à l'heure, la reprise de Kherson au mois de novembre. Alors, on va revenir sur ce que modifie cette destruction, dans la perspective peut-être de la contre-offensive, mais d'abord les dégâts. Quels sont les dégâts constatés? Est-ce qu'ils sont importants?
Bien, disons-le clairement, c'est une catastrophe, mais ce n'est pas un cataclysme. Il n'y a pas eu de mur d'eau, car il n'y avait pas à cet endroit-là de rupture de dénivelé. Mais toute la région qui se trouvait en aval a été progressivement inondée. 24 localités, 17 000 personnes sont en zone critique, dont 1 300 ont déjà été évacuées aujourd'hui. L'eau serait montée de 2 à 4 mètres. Les autres sont confrontés à des coupures d'électricité ou à des pénuries d'eau potable, mais pour l'instant, il n'y a aucun mort signalé. Et puis côté russe, on a moins d'informations. 25 000 personnes sont en zone à risque. Ici, ce que vous voyez, c'est la ville de Novakakhovka ce matin. On voit effectivement que dans toutes les rues, on a les pieds dans l'eau. Alors venons-en au mobile, comme on dirait dans une enquête criminelle. Pourquoi les Russes auraient-ils eu intérêt à faire exploser ce barrage ? Eh bien, de toute évidence, parce que cela peut freiner la contre-offensive ukrainienne dans la région. Ce barrage, c'était l'un des derniers ponts qui franchissaient le Dniepr que les troupes ukrainiennes doivent traverser, on le sait, pour reconquérir les territoires qui sont aux mains des Russes dans la région de Kherson. Il était non seulement un pont routier, mais aussi un pont ferroviaire. À ce sujet, écoutez, Michel Scott, grand reporter à TF1, justement de retour d'Ukraine. Toute cette zone-là, eh bien, elle nécessitait pour une attaque des capacités de franchissement. Il fallait franchir un fleuve qui était déjà très très large. Alors, imaginez qu'avec l'inondation, ça rend les capacités de franchissement des Ukrainiens plus compliquées encore. Ouais. Est-ce que les Russes ont voulu au moins interdire cette partie-là, la rendre vraiment très difficile pour les Ukrainiens, de sorte que ça leur permette de transférer des forces plus à l'est, là où il y a du danger, effectivement, un danger immédiat, c'est possible. Rappelons qu'un autre pont routier et ferroviaire, celui d'Antonivka, se trouvait à une 50aine de kilomètres au sud de ce barrage, mais qu'il a été endommagé au mois de novembre. Les Russes l'avaient fait exploser après leur défaite à Kherson quand ils se sont retirés, mais ils restent sous la menace de leur artillerie. Cela veut dire que le seul pont encore praticable, vous allez le voir, se trouve à Zaporizhia, à plus de 150 km au nord. S'ils souhaitent franchir le Dniepr pour leur offensive, les Ukrainiens devront donc le faire via des ponts flottants, des barges ou des bateaux, ce qui les place évidemment sous la menace des tirs russes. Voilà, on a bien les choses en tête. Deux questions encore, Justine. La première, on a entendu dire que cela pourrait mettre en danger la centrale nucléaire de Zaporizhia, justement. C'est la vérité ? Oui, la question s'est posée, c'est vrai, parce que l'eau retenue par ce barrage sert à alimenter le système de refroidissement de la centrale qui est située à 150 km en amont du barrage. On peut donc s'attendre à une baisse du niveau de l'eau. Mais l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui a justement des experts sur place, se veut rassurante. Selon elle, il n'y a pas de danger nucléaire immédiat. Le personnel ukrainien de la centrale surveille tous les indicateurs et affirme qu'il y a d'autres sources d'eau alternatives pour le refroidissement. Et puis rappelons également que 5 des 6 réacteurs de la centrale sont à l'arrêt. Alors, dernière question, on dit aussi que ce lac, cette retenue, servait de réservoir d'eau pour alimenter la Crimée en eau potable. Donc, est-ce que les Russes se tireraient une balle dans le pied si c'était bien eux, si ce sont bien eux, comme tout l'indique, qui ont fait exploser ce barrage? Eh bien, c'est vrai qu'une partie de l'eau potable de Crimée vient de ce réservoir via le canal de Crimée, mais visiblement, les Russes avaient anticipé et détourné une partie du réservoir pour constituer des réserves d'eau. Elle a aussi sans doute jugé qu'il était plus important de mettre en difficulté les Ukrainiens à cet endroit-là, quitte à compliquer la vie des 2 millions d'habitants de la Crimée. Merci Justine, on a pris le temps, mais c'est un fait majeur dans la guerre. Procédons par ordre. Pour vous, est-ce que cela ne fait aucun doute? Il s'agit bien d'une action des Russes, Jean-Dominique. Alors, vous avez un doute? Probablement oui, mais ce que je veux dire... Probablement oui, j'ai un doute, ou probablement, non, probablement oui, enfin, c'est probablement les Russes. C'est probablement les Russes. On ne voit pas quel intérêt, franchement, les Ukrainiens auraient à se créer une catastrophe naturelle, écologique, humaine, humanitaire, et peut-être militaire, mais je ne suis pas sûr que ce soit la question essentielle. Il y a ce qu'on ne sait pas. Comment ça s'est produit? Comment ce barrage a explosé? Bon, ça, on ne sait pas. On ne le sait pas encore. Visiblement, il a été piégé. Il a été piégé, ouais. Mais comment, quand, par qui, où, qui a pris la décision? Par qui, donc vous avez un doute?
mais je pense. Alors, justement, il y a ce qu'on ne sait pas et il y a ce qu'on sait. Et ce qu'on sait, c'est ce que dit le droit international. Ça, là-dessus, on n'a pas de doute. Et là, les choses sont claires. Ce barrage, il est dans zone occupée par les Russes, par l'armée russe. L'armée russe est donc, en termes de droit, responsable du sort de ce barrage, puisqu'elle occupe ce terrain. Par ailleurs, on sait, c'est ce que dit le droit international, que détruire un barrage est un crime de guerre à partir du moment où il met en danger des populations civiles. C'est le protocole additionnel de la Convention de Genève de 1949 qui dit ça. Voilà. Donc ça, on sait ça. Là, il y a une responsabilité évidente de la Russie, ne serait-ce que parce qu'elle occupait cette zone. Donc ça, il n'y a pas de doute. Mais pour vous, ça veut dire malgré tout qu'il subsiste la possibilité que ce soit d'origine ukrainienne. Je ne vois pas, franchement, non, vous savez, la question c'est qu'on n'a pas le smoking gun, on dit la preuve. On l'a rarement. On l'a rarement. Donc on est toujours un peu prudent. Mais manifestement, probablement, c'est une opération russe. J'en reviens aux autres points après. Il suffit de voir la réaction des Ukrainiens, qui est quand même, c'est pour eux, ils vivent ça comme une catastrophe. Oui. C'est une catastrophe. C'est pas, Justine le disait très bien, c'est pas un cataclysme, mais c'est une catastrophe. D'abord, fondamentalement, c'est une catastrophe écologique, parce que voilà des zones qui vont être polluées et des zones très vastes. La mer Noire va être polluée, parce qu'en fait, ce qui se déverse, c'est des tonnes de cochonneries, d'huile, de pétrole, de munitions non explosées. N'oublions pas que c'est une zone où on se fait la guerre depuis 1 an et demi bientôt. Il y a des munitions non explosées partout. Toutes ces munitions, hop, elles ont été emportées par la vague. Et donc elles vont se retrouver partout dans la zone. Donc c'est catastrophique en termes écologiques, humains, sanitaires, tout ce qu'on voudra. Après, est-ce que c'est une façon de créer une zone inondée pour empêcher... Alors ça, on y viendra. Mais simplement d'abord sur la responsabilité. Vera, est-ce que vous avez un doute ? Bien sûr, comme d'habitude, on veut avoir plus de preuves, de vraies preuves sur lesquelles on peut s'appuyer. Après, j'ai regardé aussi les preuves du côté russe, parce qu'eux, ils ont leur version, que c'était les Ukrainiens qui ont bombardé, il y avait les missiles, etc. J'ai lu tous les blogueurs, j'avais vu aucune preuve, aucune vidéo, une moindre preuve qui pouvait nous indiquer que ça pouvait être les Ukrainiens. Donc, pour cette hypothèse, quand même, il n'y a pas de preuves du tout. Après, pour une hypothèse que ça peut être à l'armée russe, ça, on a beaucoup des indices et il faut les prendre en compte. Les Ukrainiens savaient déjà, leur renseignement expliquait qu'ils avaient des sources qui disaient que la digue était déjà minée. Donc ils se préparaient pour partir, comme ils avaient fait déjà avec le pont Antonovski. Ils ont prévu à peu près la même chose. Après, on peut aussi ajouter une hypothèse que c'était un mauvais entretien de sites de digue, parce qu'on a vu qu'elle a commencé à détruire elle-même, et peut-être que ça pouvait provoquer, je ne suis pas spécialiste sur les explosions, mais ça pouvait provoquer par enchaînement... Une drôle de coïncidence, ce serait une drôle de coïncidence. Ça pouvait être, ouais, aussi. François, est-ce que vous avez un doute ? À ce stade, non. J'en avais ce matin, mais au fur et à mesure que les informations sont arrivées, l'ouvrage était entre les mains des Russes. Les experts de détonique et de barrage, dont je ne suis pas, disent tous que ça ne pouvait pas être le fait de l'artillerie ou même d'un engin aussi puissant qu'un Storm Shadow. Non, mais un missile... Un missile très précis avec une grosse charge et ainsi de suite. Il est très difficile de détruire un barrage au fil de l'eau comme celui-là. C'est pas un barrage un peu fragile, vous savez, comme les barrages qu'on trouve dans les Alpes, là, les barrages voûtes, très, très, très chiadés, et quand ça craque, là, il y a la vague dont on parlait tout à l'heure. Comme en France en 1959. Le barrage de Fréjus. A mal passé. Et là, il a fallu que quelqu'un mette une quantité d'explosifs absolument gigantesque. Donc c'est signé. Comme les Russes contrôlaient l'ouvrage, comme les Russes eux-mêmes ont expliqué que les endroits critiques du barrage avaient fait soi-disant l'objet de tirs ukrainiens, c'est une façon de confirmer que eux, les Russes, ils étaient bien à la manœuvre, qu'ils étaient là où il y avait les vannes, par exemple, dans l'ouvrage qui a
exploser. Bon, pas de doute non plus pour vous. Donc là-dessus, pas de doute. Mais le reste, on va y venir. Non, mais juste un mot sur la gravité de l'affaire. Il y a un écocide, bien sûr. Ça, c'est, je crois, la première fois dans une guerre moderne qu'on a quelque chose qu'on peut qualifier d'écocide. Mais je rappelle aussi les peurs que nous avons eues pendant la guerre contre Daesh, lorsque Daesh contrôlait des barrages. Le barrage de Mossoul, d'une part, et un des barrages en Syrie, d'autre part. Les forces spéciales des différents pays engagés ont couru des risques immenses pour essayer de prendre le contrôle de ces barrages avant que Daesh le fasse sauter. Alors, c'est les Russes qui l'ont fait, et les Russes se comportent comme Daesh. Alors ça, franchement, c'est très, très raide, et je pense que ça, plus le fait qu'il s'agisse d'un écocide, il va y avoir un impact psychologique et politique de cette affaire qui va être très important. Un avant et un après. Et notamment dans les pays européens, ceux qui professent être les plus verts, les plus attentifs à l'environnement. Le chancelier Scholz, ce matin, a dit tout de suite, c'est les Russes qui ont fait le coup, d'abord. C'était intéressant, parce que Scholz est un homme d'une... On va entendre ses réactions. Il y a des défauts, mais il prend rarement des risques de ce genre. Et puis, bien entendu, il savait à qui il parlait, aux Verts allemands. Bon. Général, pas de doute pour vous non plus. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un objectif de première grandeur. C'est sans doute le plus grand objectif depuis le début de la guerre, qui a été réduit comme ça. Et donc, c'est une décision qui n'est pas du commandant de théâtre russe. C'est pas Gerasimov qui la prend. C'est vraiment le président. Si c'est les Russes, très vraisemblablement les Russes, c'est bien Poutine qui dit « OK, on fait sauter ». Comme Staline avait pris la décision en 1941. Ben voilà. C'est de ce niveau-là. Si vous voulez, ce n'est pas un pont de théâtre que le commandant de théâtre fait détruire pour la manœuvre de ses troupes, pour engager un secteur, etc., pour manœuvrer. Bon. Non, là, c'est vraiment un objectif énorme qui est atteint, détruit. Alors, après, effectivement, on peut se dire, est-ce que c'était le bon moment ? Si ce sont les Russes, ce n'est pas forcément le bon moment. Je ne comprends pas trop pourquoi ils choisissent de le détruire maintenant. Est-ce que l'hypothèse d'une vengeance, par rapport à tout ce qu'on évoquait il y a quelques instants, est plausible ? C'est un point qui est, à mon avis, qui mérite d'être retenu, parce que c'est peut-être la variante à l'action du côté de Belgrade. C'est-à-dire qu'une sanction, vous touchez à la Russie, je vous touche sur un point très fort. Donc c'est plus à ce moment-là une sanction de nature politique, contre le pays en réalité. Véritablement un intérêt militaire, parce qu'il peut y avoir un intérêt militaire à détruire ce pont et à provoquer cette inondation. Mais le général russe qui aurait proposé le moment, c'est pas le bon moment, parce que c'est un fusil à un coup, ça. Une fois que vous avez provoqué cette l'inondation, dans 8 jours, 15 jours, elle aura disparu. Donc, si vous voulez, l'effet que vous pourriez avoir sur des Français... La voie d'accès pour traverser... Elle a disparu aussi. Elle a disparu aussi, elle ne reviendra pas. Ça, à la limite, on peut comprendre que peut-être qu'ils redoutaient une action de commando ukrainien qui aurait amené à ce que les Ukrainiens se rendent maîtres de l'ensemble de l'ouvrage, qui n'est pas impossible. Ou de l'ouvrage ou d'une partie de la région, pour comme commencer ils le font ici ou là. Pour commencer l'ouvrage. Alors, est-ce qu'ils l'ont redouté ? Ils ont préféré le faire sauter. Donc, il y a des raisons militaires pour la faire sauter. Mais ça a une telle implication politique, économique, écologique, mondiale, d'une certaine façon, parce que c'est le plus grand ouvrage qui est détruit depuis des dizaines d'années, quand même, ce barrage. Donc, c'est vraiment un objectif extrêmement important. Donc, ça ne peut pas être pris par le commandant des forces. Ce n'est pas lui qui peut décider ça, c'est forcément du niveau... C'est Vladimir Poutine. Et très vraisemblablement Poutine. J'ai de la peine à imaginer une décision dans l'autre sens. Vous vouliez rajouter un mot, Véran ? Oui, je voulais ajouter qu'à mon avis, le timing, le temps choisi, au contraire, très bien choisi, parce que c'est le moment quand l'armée russe s'attend à la contre-offensive qui doit commencer. Le calcul ici, c'est de marécager, je crois que ça existe comme un verbe, marécager, le côté de rendre marécageux les terrains du côté de Dniepr, qui sont maintenant occupés par les Russes, pour aussi rendre impossible de
forcer le Dniepr déjà et après pour avancer sur le terrain. Donc à mon avis, oui, ça peut être partiellement vengeance, mais ça peut être aussi purement stratégique et militaire. Et on voit que les autorités russes ne sont pas très gênées parce qu'à l'ONU, au Conseil de sécurité, le représentant de la Russie a convoqué le Conseil pour accuser les Ukrainiens. Donc non, ils essaient d'utiliser ça pour, au contraire, faire plus de dégâts et d'images pour l'Ukraine et utiliser ça pour freiner minimum, soit saper la contre-offensive ukrainienne. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des vidéos sur tout. On a des vidéos sur tout. On voit des drones qui l'aident, mais on n'a rien là-dessus. Ni d'un côté, ni de l'autre pour le moment. C'est quand même tout à fait étonnant. Attendez, regardons la carte pour bien essayer de comprendre s'il s'agit d'une décision rationnelle ou d'une décision qui n'est pas forcément rationnelle. Quand on regarde la carte, et on rebondit sur ce que vous disiez, Vera, donc on se rend compte que là, on est donc au sud de l'Ukraine. Rappelons-le, vous le disiez François, les forces ukrainiennes ont repris Kherson à l'automne dernier. Et dans la grande contre-offensive qui se prépare, on se demandait si les forces ukrainiennes allaient franchir le Dniepr, que vous voyez là, mais ces ponts, rappelons-le, sont détruits, d'une certaine manière, en inondant la zone et en détruisant le pont qu'il y avait sur ce barrage, la Russie gèle ce front-là. Et ça veut dire qu'elle peut déplacer les troupes qu'elle mettait ici pour protéger, là, en l'occurrence, peut-être vers le Donbass. Pour vous, est-ce que c'est donc une décision rationnelle du point de vue militaire ou pas, François? Alors, elle est à tiroir. Et là, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par vous sur le fait que c'est un objectif d'abord politique et stratégique, un immense objectif, et ça ne pouvait pas se faire sans une décision du Kremlin. Elle n'est pas incohérente militairement. Et pour la raison que vous, Vera, vous avez dite, à savoir ce que vous appelez la marécagisation, c'est un très joli mot, et qui est une affaire durable. Parce que le fleuve est libéré, et le fleuve va couler, mais très honnêtement, je ne crois pas du tout que ces considérations militaires aient pu peser beaucoup dans la décision. Les Ukrainiens ne sont pas réputés avoir beaucoup de moyens de franchissement de rivières. Franchir le Dniepr, même avec des bouches du Dniepr un peu moins marécageuses, en l'absence, avec le barrage qui fonctionnait, franchement, ça aurait été très difficile d'imaginer. Mais elles auraient pu passer par le pont. Mais les ponts, sur le barrage. Il n'y a rien de plus facile que de faire sauter un pont sur 10 ou 20 mètres. Il n'y a pas besoin de faire un truc colossal comme ça. Ça, c'est... Il y a quelqu'un qui voulait vraiment démontrer qu'il s'en prenait aux œuvres vives d'un pays. C'est ça la dimension. C'est ça la dimension. Parce que bon, les ponts, il n'y a pas besoin de faire sauter sur 1 ou 2 kilomètres pour rendre impossible le passage. Donc les considérations militaires, encore une fois, ne sont pas incohérentes par rapport à la décision d'ensemble, mais la décision d'ensemble, elle est d'un sacré niveau. Et je pense que les Russes... Et la dimension de la vengeance, vous voyez opiner. Ah oui, alors absolument. Alors peut-être Belgorod, peut-être les drones sur Moscou, puisque Poutine, dans l'après-midi de l'attaque des drones sur Moscou, avait dit en improvisant, c'était une de ces rares occasions où Poutine avait réagi à chaud à un événement quasiment au micro-trottoir, où il avait dit qu'il y aurait une vengeance. C'est peut-être ça, mais par rapport aux populations européennes et mondiales, j'ajouterais, la notion de commettre un écocide de ce type aussi énorme, avec en plus des milliers de civils là, qui sont en train de se carapater, si vous me permettez l'expression, qui sont obligés de fuir en catastrophe, parce que l'eau monte, c'est pas un tsunami, mais l'eau monte très vite, et c'est et en amont, elle baisse très vite. Pour les centrales de Zaporojié, l'AIEA a des raisons très précises, très techniques, pour expliquer qu'on saura probablement gérer. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais le fait est qu'en amont, ça baisse de 5 cm à l'heure,
ça baisse en d'autres mots d'1 mètre tous les jours, les prises d'eau des centrales, telles qu'elles existent aujourd'hui, elles sont au niveau 4 mètres. Donc dans 4 jours, normalement, les centrales ne seraient plus alimentées en eau. L'AIEA, encore une fois, semble-t-il avoir trouvé les moyens de contourner le problème. Mais il faut voir l'échelle des choses, c'est immense tout ça. Ouais. Jean-Dominique, pour vous, donc, on est plus également dans une décision d'affirmation de puissance de destruction, voire de vengeance, que une décision rationnelle d'un point de vue militaire. Alors, d'un point de vue militaire, comme le disait François à l'instant, personne ne croyait vraiment que les Ukrainiens lanceraient l'essentiel de leur offensive dans cette région. Pour une raison simple, c'est que le fleuve, avant cette catastrophe, était déjà extrêmement large. En plus, il faut voir que dans ces régions, la rive droite du fleuve est légèrement surélevée, enfin un peu plus, et la rive gauche est toujours très plane. Or, il fallait passer de la rive droite à la rive gauche. Et que déjà la rive gauche était très marécageuse, avec des petits îlots, on a vu d'ailleurs des opérations de reprise sur des îlots. C'était très compliqué. Aucune armée au monde aujourd'hui, on est le 6 juin, anniversaire du débarquement de Normandie. Mais, alors même si la traversée de la Manche c'est quand même un peu plus grand que le Dniepr, mais il faut des moyens considérables pour faire ça. Il n'y a pas une armée européenne, je dis bien, il n'y a pas une armée en Europe qui est capable de faire une opération comme ça, de franchissement du Dniepr. Même avec des barges flottantes. Aucune armée en Europe. Je ne suis même pas sûr que l'ensemble de toutes les armées de l'OTAN, avec les moyens américains, seraient capables de le faire. Peut-être que les Américains, avec le Marine Corps, s'ils amenaient tout leur matos, peut-être qu'ils pourraient le faire. C'est d'une complexité énorme. Donc, il pouvait y avoir des opérations, mais certainement pas l'opération majeure. Peut-être une opération, oui, sur la prise comme il y en a eu d'ailleurs, une ou deux, quelques escarmouches il y a quelques semaines. Il pouvait y avoir des opérations, mais c'est inimaginable que l'état-major ukrainien ait planifié une opération qui serait passée par une seule route. Parce que ça voulait dire que cette route, il suffisait de la bombarder, parce que ça voulait dire une colonne de véhicules, les uns derrière les autres sur des kilomètres. On a vu ça dans la région de Kiev et on a vu comment ça s'est terminé pour les Russes. Donc je pense que les Ukrainiens sont suffisamment intelligents pour ne pas refaire ce genre de bêtises. Donc non, je pense que les aspects militaires sont moins graves, moins déterminants, aspect purement militaire, tactique, je veux dire, les chars qu'on déplace, des choses comme ça. Après, c'est une opération militaire de détruire un barrage, mais qui a des effets stratégiques, politiques, environnementaux, tout ça. Et oui, je crois vraiment. Par ailleurs, juste un dernier mot sur tout à l'heure, quand vous m'interrogez, je voulais quand même rajouter, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une opération comme ça, les Russes disent n'importe quoi. On le sait bien. On se souvient lorsque l'avion civil a été abattu à l'été 2014, la Malaysian Airlines au-dessus du Donbass, il y a eu tout de suite, c'est pas nous, c'est les Ukrainiens, c'est un chasseur ukrainien. 57 versions différentes. Oui, 57 versions, n'importe quoi. N'importe quoi, pour au final savoir que, bon, évidemment, c'est eux qui l'ont abattu. Donc on est à chaque fois dans des trucs comme ça. Donc c'est pour ça qu'on accorde assez peu de crédit à ces déclarations, aux accusations russes. Je vous donne la